Bonjour à tous. Merci donc au comité d'organisation de m'avoir invité donc, à ces troisième rencontres franco-tunisiennes de pneumologie. Merci beaucoup donc, au docteur Fakfak de m'avoir à nouveau invité donc, à vous parler. Et donc cette fois-ci, vous parlez donc, de l'immunothérapie dans le cancer du poumon. Alors voici ma déclaration de lien d'intérêt. Alors l'immunothérapie donc dans le cancer du poumon est un sujet très vaste. Donc j'ai choisi pour cette présentation de vous parler d'immunothérapie en périopératoire, donc de vous présenter 3 études qui sont actuellement au cœur de l'actualité. L'immunothérapie dans le cancer non à petites cellules localement avancé, dont je vous parlerai d'une étude que vous connaissez, qui est l'étude Pacifique. Et puis je vous parlerai ensuite des recommandations de l'ESMO sur l'immunothérapie dans le cancer non à petites cellules métastatiques sans addiction oncogénique. Et enfin, l'immunothérapie dans le cancer à petites cellules métastatiques. Alors, l'immunothérapie en périopératoire, donc nombreuses présentations, de nombreux papiers ces derniers mois. Je vais ici vous décrire donc l'étude CheckMate 816, qui est en fait une étude néoadjuvante. Le design de cette étude, donc les critères d'inclusion, donc ce sont des cancers stade 1B à 3A, des cancers non à petites cellules, et donc c'était des cancers qui étaient résécables. Les patients ont été randomisés 1 sur 1, donc un bras recevant chimio et nivolumab, donc immunothérapie, versus un bras chimiothérapie seule, 3 cycles, et les patients ont ensuite été opérés. Les objectifs principaux étaient la réponse pathologique complète et la survie sans événement. Les objectifs secondaires étaient la réponse pathologique majeure, donc réponse pathologique majeure, c'est quand il reste moins de 10% de cellules tumorales, la survie globale et le temps jusqu'au décès. Les caractéristiques des 2 groupes, donc des caractéristiques qui étaient comparables entre ces 2 groupes, un âge médian aux alentours de 65 ans, en majorité donc des hommes, en majorité aussi plus de 60% des stades 3A, et en majorité également des patients fumeurs actifs ou anciens fumeurs. Alors, au niveau des objectifs, donc vous voyez ici qu'un des objectifs est atteint, puisque dans le groupe interventionnel, donc chimio plus immunothérapie, on a 24% de réponse pathologique complète versus 2,2% dans le groupe contrôle chimiothérapie seule. Au niveau du deuxième objectif, quand on s'intéresse donc à la survie sans événement, là aussi c'est positif en faveur du bras interventionnel, puisqu'on a, vous voyez, un odds ratio à 0,63, on a 37% de moins d'événements dans le groupe chimio plus immunothérapie néoadjuvante, avec une médiane sans événement de 31,6 mois dans le groupe chimio-immuno et 20,8 mois dans le groupe chimiothérapie seule. Une analyse intermédiaire a donc été publiée, donc cet article est publié par Ford dans le New England, et vous voyez donc qu'on a une tendance, donc c'est une analyse intermédiaire, une tendance à l'amélioration de la survie dans le groupe chimiothérapie plus immunothérapie, puisqu'à 24 mois, on a 82% de patients en vie, et ils sont 70% dans le groupe chimiothérapie seule. Les événements indésirables, donc les événements indésirables
sont acceptables, hein, puisque quand on regarde les événements de stade 3 ou 4 qui ont entraîné donc un arrêt du traitement, on est aux alentours de 10%. Alors, quelles sont les conclusions des auteurs? Donc, les conclusions des auteurs, c'est que cette chimio plus immunothérapie néoadjuvante dans le cancer du poumon résécable est supérieure à la chimiothérapie seule en termes d'amélioration de la survie sans événement et la réponse pathologique complète, qui est cette réponse pathologique complète corrélée à la survie globale, sans augmentation des effets indésirables. Donc ça, c'est pour l'étude CheckMate 816. Ensuite, toujours en périopératoire, dans les stades localisés, il y a donc cette étude qui est l'étude IMpower 010. Là, on est sur de l'immunothérapie en adjuvant. Donc voici le design. Les critères d'inclusion sont quasi les mêmes en termes de stades, hein, des stades 1B à 3A. Bien sûr, on est sur de l'adjuvant, donc ce sont des cancers opérés. Et donc les participants avaient là aussi donc une chimiothérapie avec un sel de platine, du cisplatine, 1 à 4 cycles. Ils étaient randomisés 1 sur 1, donc soit une immunothérapie, donc ici c'était de l'atezolizumab pendant 1 an, soit des soins courants. Vous voyez 1280 participants recrutés. Alors, les objectifs étaient donc ici, c'était une analyse un petit peu particulière, c'était des objectifs qui étaient hiérarchisés. En premier, donc, on s'intéressait à la survie sans progression dans le groupe des stades 2 à 3A qui avait un PDL1 de plus de 1%. Si cet objectif était atteint, on s'intéressait à la survie sans progression pour l'ensemble des patients randomisés de stade 2 à 3A. Si c'était positif, on s'intéressait à la survie de l'ensemble de la population, c'est-à-dire des stades 1B à 3A. Et enfin, on s'intéressait à la survie globale. Donc publié dans le Lancet par Philippe. Alors, les deux premiers objectifs sont positifs. Vous voyez donc sur les deux premières courbes ici. Donc, c'est-à-dire que la survie sans progression est meilleure dans le groupe traité par immunothérapie chez les patients stade 2 à 3A, PDL1 supérieur à 1%. Positive aussi cette survie sans progression dans le groupe 2 à 3A, quel que soit le PDL1. Par contre, l'étude est négative en termes de survie sans progression, quelle que soit la population, c'est-à-dire des stades 1B à 3A. Il y a eu donc une présentation récente à Vienne en août 2022, donc une analyse complémentaire et donc une analyse intermédiaire sur la survie globale. On voit que l'on a une tendance à l'amélioration de la survie globale dans le groupe interventionnel. La médiane n'est pas encore atteinte, mais vous voyez que dans le groupe interventionnel, on a 76,8% de survie globale à 60 mois et 67% dans le groupe contrôle. En analyse, par contre, de sous-groupes, pas de différence significative, quel que soit là le stade 2 à 3A, et pas de différence significative en termes de stade 1B à 3A. Par contre, l'évolution en termes de survie globale, la tendance est beaucoup plus importante quand on s'intéresse au PDL1 avec là un PDL1 supérieur à 50% et vous voyez là un odds ratio à 0,42 avec à 60 mois 84% de patients qui sont en survie versus 67% dans le groupe contrôle.
En termes, là aussi, d'effets indésirables, il n'y a pas eu d'évolution des effets indésirables en allongeant la durée de l'étude. Et on retrouve, en fait, en termes d'effets indésirables, les effets indésirables classiques de l'immunothérapie, avec, en termes de stade 3 à 4 ramenés à l'immunothérapie, 10% d'effets indésirables. Alors, quelles sont les conclusions de l'auteur lors de cette nouvelle présentation donc, à Vienne? Donc, il conclut en une tendance à l'amélioration de la survie globale en faveur de l'immunothérapie pour les stades 2 à 3 avec un PDL1 supérieur à 1%, avec par contre une nette tendance à cette amélioration de la survie pour les 2 à 3A avec PDL1 supérieur à 50%. Il faut savoir donc, que ce bénéfice en termes de survie n'est pas retrouvé dans l'ensemble des populations, que le profil de tolérance reste inchangé et que ces données confirment le rapport risque-bénéfice positif de l'immunothérapie, donc ici c'était l'atezolizumab, pour les carcinomes non à petites cellules opérés. Et l'auteur s'avance puisqu'il dit que ça contribue à son utilisation comme standard of care. Par contre, donc, il est prudent en disant que IMpower 010 continue et qu'il y aura donc les conclusions définitives lors des analyses finales. Toujours en périopératoire, donc vous voyez que l'actualité est chargée, il y a eu présentation au Congrès américain, donc c'était il y a un peu plus d'un mois, donc de cette étude qui là aussi a fait couler de l'encre. Donc c'est l'étude AEGAN. On est toujours autour de la chirurgie. On est donc sur une étude de phase 3. Et donc là, par contre, on mélange et le néoadjuvant et l'adjuvant. Donc, nous avons des patients un petit peu différents, puisque vous voyez que l'inclusion, c'est 2A à 3B, qui restent résécables. 800 participants recrutés, randomisés 1 pour 1. Dans le bras interventionnel, on a donc la chimiothérapie, immunothérapie, 4 cycles, la chirurgie, suivi de l'immunothérapie, 1 an. Le bras contrôle, c'est donc une chimiothérapie néoadjuvante, l'intervention et le bras contrôle, les soins courants. Toujours les mêmes objectifs principaux et secondaires. Et donc, quels sont les premiers résultats de cette étude AEGAN en termes de réponse pathologique complète? Donc, comme dans l'étude CheckMate 816, on a une réponse supérieure, statistiquement supérieure, dans le bras interventionnel, 17,2% de réponse pathologique complète dans ce bras, versus 4,3% dans le bras contrôle. Réponse aussi statistiquement significative quand on s'intéresse à la réponse pathologique majeure. Je vous rappelle, la réponse pathologique majeure, c'est moins de 10% de cellules tumorales résiduelles, 33% dans le groupe interventionnel versus 12,3% dans le groupe contrôle. Une analyse de sous-groupe. Donc vous pouvez voir ici que les patients qui ne semblent pas bénéficier de ce traitement néoadjuvant-adjuvant, ce sont les non-fumeurs et ce sont les PDL1, ici, inférieurs à 1%. En termes de survie sans événement, même chose. Vous voyez donc que la médiane n'est pas atteinte dans le bras interventionnel. Elle est de 25,9 mois dans le bras contrôle, avec 63% de patients sans récidive, sans événement dans le groupe interventionnel versus 52,4% dans le groupe contrôle. Alors ici aussi, qu'a conclu, donc c'est le docteur Einmack lors de sa présentation. Donc la question était, est-ce que cette étude, ce protocole AEGAN est un nouveau standard de prise en charge dans le traitement
du cancer non à petites cellules. Et donc lui répond oui. Donc pourquoi est-ce qu'il répond oui? Parce qu'en fait, il s'agit donc de la deuxième étude randomisée contrôlée de phase 3 qui montre l'efficacité de l'hémothérapie en néoadjuvante. La première étude est CheckMate 816. Il conclut aussi que l'association d'un traitement adjuvant est faisable et généralement sûr. Là aussi, il reste prudent puisque les auteurs attendent bien sûr les résultats de survie globale. En conclusion, donc, sur ces 3 études, donc, il faut savoir que l'immunothérapie a l'autorisation de la FDA en néoadjuvant, a l'autorisation européenne pour les PDL1 supérieurs à 1%. Par contre, nous n'avons pas en France l'AMM pour cette indication. Voilà, je pense que par contre, ces standards de prise en charge en périopératoire risquent, c'est vrai, de changer dans les mois à venir. Donc voilà pour les cancers non à petites cellules localisés. Pour ce qui est donc du localement avancé et de l'immunothérapie dans le localement avancé, je vous ai mis ici, donc ce sont les recommandations AURA, référentiel AURA, et vous voyez que là, par contre, on est sur du standard of care, et c'est vrai que l'immunothérapie est maintenant recommandée dans les stades 3A non accessibles à une chirurgie ou 3BC non accessibles à une chirurgie après radiochimiothérapie et non-progression après cette radiochimiothérapie. Ce standard of care est tiré des résultats de l'étude Pacifique que vous connaissez, j'en suis sûr, mais je vais vous les redétailler, notamment vous présenter donc les résultats à 5 ans de cette étude Pacifique. Donc publiée dans le New England en 2018, donc là aussi une étude randomisée de phase 3 chez des patients de stade 3 non ressécables d'un carcinome non à petites cellules qui n'avaient pas progressé après une radiochimiothérapie contenant un sel de platine. Une randomisation par contre là 2 sur 1 sur 713 participants et donc il y avait 476 patients qui ont pu bénéficier donc d'une immunothérapie pendant 1 an et puis le groupe contrôle, les soins courants. En termes d'objectifs primaires, c'était la survie sans progression et la survie globale. Je ne m'étends pas plus en avant sur les critères d'inclusion. En termes de comparatifs, les populations étaient comparables. Il y avait une majorité, je pense que j'ai, il y avait une majorité, d'hommes et aussi une majorité de stade 3A et l'âge moyen était de 64 ans. Alors, en termes de survie globale, donc dans cet article publié dans le New England en 2018, à 2 ans, on a une amélioration de la survie dans le groupe interventionnel. À 2 ans, donc, on avait 66% de patients en vie dans le groupe immunothérapie versus 55,6% dans le groupe contrôle, avec un odds ratio à 0,68. Même chose en termes de survie sans progression. Vous voyez là, en termes de survie sans progression, une moyenne de 44 mois dans le bras immunothérapie, 27 mois dans le groupe placebo, odds ratio aussi à 0,52. Plus récemment, donc l'année dernière, ont été présentés et publiés les résultats à 5 ans de cette étude Pacifique qui entérine les résultats initiaux, puisque vous voyez ici en termes de survie globale, une médiane de survie globale dans le bras immunothérapie à 47,6 mois versus 29,1 mois
dans le groupe placebo, avec, vous voyez, donc à 5 ans, près de 43% des patients en vie dans le groupe immunothérapie, versus 33% dans le groupe contrôle. Intéressant aussi cette analyse à 5 ans de la survie sans progression, puisque vous pouvez voir qu'à 5 ans, un peu plus d'un tiers des patients sous immunothérapie sont guéris, c'est-à-dire ils n'ont pas de progression retrouvée, versus 19% dans le groupe contrôle. Et vous voyez aussi qu'on voit une tendance à ce qu'apparaisse donc un plateau sur ces 2 dernières années. Alors, après donc l'immunothérapie dans les cancers localement avancés, on passe à l'immunothérapie dans les cancers non à petites cellules métastatiques. Donc ici, on a les recommandations de l'ESMO pour les cancers épidermoïdes. Ça a été publié donc très récemment. Et donc, vous voyez que l'immunothérapie, seule ou associée à la chimiothérapie, est présente pour quasiment tous les patients, et vous l'avez en première ligne ou en deuxième ligne pour les patients PS2. Même chose ici pour les adénocarcinomes. Donc les adénocarcinomes, bien sûr, pour lesquels on n'a pas d'addiction oncogénique, puisque quand on a une addiction oncogénique, bien sûr, on a des thérapeutiques ciblées. Même chose, vous voyez que l'immunothérapie intervient là aussi en fonction du pourcentage de PDL1, seul ou en association avec la chimiothérapie, en première et en seconde ligne. Enfin, pour terminer, l'immunothérapie dans les cancers à petites cellules métastatiques, vous voyez que là aussi, l'immunothérapie est présente. Donc, ce sont toujours les recommandations de l'ESMO. Et donc, vous voyez que pour ces cancers à petites cellules métastatiques, l'immunothérapie associée à la chimiothérapie par platine et toposide, en l'absence, bien sûr, de contre-indication à l'immunothérapie, est le standard of care. Je vous remercie.